Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de webinaire préparée pour vous par DeGiro et par ses partenaires. Vous avez été nombreux à nous suivre tout au long de la saison précédente, nous vous en sommes reconnaissants et pour vous remercier, nous avons décidé pour cette nouvelle saison d'étendre la disponibilité de nouveaux webinaires autour de thématiques nouvelles et de produits qui vous intéressent. Alors évidemment, ces webinaires ne seraient pas possibles sans la participation de personnes clés. Je veux bien entendu parler des experts auprès de nos partenaires qui viennent nous éclairer et nous aider à démystifier la bourse et ses rouages. Alors j'ai le plaisir ce soir, pour cette inauguration de cette nouvelle saison, d'avoir à mes côtés Richard Héroux de chez Vanek. Bonsoir Richard. Bonsoir Zoé, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être à mes côtés, comme je le disais. Alors ce soir, le webinaire est consacré à une thématique très précise, les ETN crypto. Alors avant, bien sûr, de rentrer dans le détail du programme qui nous attend pour cette soirée, un programme riche et fascinant, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer très brièvement quel est ton rôle chez Vanek ? Bien sûr, donc je travaille chez Vanek depuis cette année et je m'occupe du marketing en tant que marketing manager sur le marché européen, donc sur les produits ETN pour la crypto et sur les ETF également pour les produits plus de finances traditionnelles. Parfait, merci beaucoup. Alors, sans transition, justement, allons directement sur le contenu de notre webinaire ce soir. Nous allons évoquer évidemment les ETN crypto, mais avant d'évoquer ce que sont les ETN crypto, nous allons peut-être contextualiser avec des informations générales l'univers de la crypto-monnaie, pour ensuite rentrer dans le vif du sujet avec une évocation directe justement de ce que sont les ETN crypto, quels sont leurs atouts, leurs risques, comment aussi, et c'est quelque chose de très important pour notre audience ce soir, on peut l'inclure dans notre stratégie d'investissement. Évidemment, comme à notre habitude, nous vous avons préparé une vidéo qui va vous permettre de découvrir votre plateforme DeGiro qui va arriver vers la fin de ce webinaire. Vous pourrez notamment découvrir où trouver les ETN crypto et notamment ceux qui sont émis par notre partenaire Vanek qui nous accompagne ce soir. Et enfin, en toute fin de webinaire, chose très importante, c'est Richard et moi-même, nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions que vous pouvez d'ores et déjà commencer à nous envoyer via le bouton qui s'affiche sur votre écran. Alors Richard, avant de commencer le webinaire, j'ai une question moi-même pour notre audience parce que j'aimerais comprendre quel est le profil d'investisseur et le profil de notre audience ce soir. Donc une toute petite question très simple qui est la suivante. Avez-vous négocié des ETN crypto auparavant ? Alors première possibilité, oui, je l'ai fait parfois. Deuxième possibilité, oui, je le fais régulièrement. Et troisième possibilité, non, je ne l'ai jamais fait. Nous allons connaître les résultats d'ici quelques minutes directement sur le plateau et nous pourrons évidemment orienter notre webinaire en fonction du profil des investisseurs qui nous regardent ce soir. Évidemment, je tiens à attirer votre attention sur quelque chose d'important avant de nous lancer dans le webinaire. Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre plus que votre investissement initial. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Tenez compte de vos connaissances et de votre expérience lorsque vous prenez des décisions d'investissement. Examinez attentivement votre appétit au risque avant d'investir. Les informations ont été préparées à des fins éducatives uniquement. Rien de ce qui est contenu dans ces webinaires ne peut être utilisé ou copié sans l'accord préalable de Flatex DeGiro Bank Dutch Branch. Les opinions et les prévisions ne sont pas contraignantes et peuvent changer à tout moment. Le contenu se rapporte exclusivement au moment de la préparation et n'est pas mis à jour par la suite. Les performances passées, les simulations ou les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Alors Richard, je te propose de commencer justement avec une première question. On entend parler justement depuis quelques années, un peu plus de 10 ans. C'est le cœur de notre thématique ce soir, mais peux-tu nous rafraîchir la mémoire à notre audience et moi inclus sur ce que sont les crypto-monnaies et qu'est-ce qu'elles représentent ? Bien sûr. Alors la crypto-monnaie, c'est un ensemble. Aujourd'hui, cet ensemble-là qui est très riche, qui a des millions de différentes cryptos aujourd'hui et des dizaines de milliers qui sont même souvent créés chaque jour, a commencé avec Bitcoin en 2008, que chacun connaît, je pense, ici. Le principe fondateur qu'avait Bitcoin, c'était d'être une monnaie décentralisée, une véritable alternative aux monnaies traditionnelles qui sont centralisées et qui fonctionnent sur la blockchain, donc qui est un système sans intermédiaire, public, avec un registre que tout le monde peut regarder pour vérifier toutes les transactions.
D'accord. Alors, de ce que je comprends, Vanek est un acteur ça fait quelques années qu'il est dans la crypto-monnaie. Absolument, oui. Est-ce qu'on peut dire que Vanek est un précurseur dans ce domaine? Je pense que oui. Notre histoire, c'est vrai, a commencé très tôt entre la crypto et Vanek avec nos équipes. Ça a commencé en 2016 où on a commencé à faire du contenu éducatif sur Bitcoin, sur la blockchain dans son ensemble, parce que déjà, même à l'époque, il y avait beaucoup de cryptos qui commençaient à voir le jour. En 2017, on est devenu le premier émetteur d'ETF à déposer une demande de produit Bitcoin basée sur des futures aux États-Unis. Entre-temps, la crypto a continué ses montagnes russes qu'elle avait déjà commencé depuis bien longtemps. Bitcoin a même atteint les 20 000 $ en 2017. En 2020, fast forward, on arrive avec notre première ETN Bitcoin en Europe, qui a été fondateur pour toute notre offre, qui s'est enrichie l'année suivante en 2021, où on a pu avoir 11 différents ETN qu'on a aujourd'hui au sein de notre offre. L'année dernière, en 2003, on a lancé des produits Ethereum aux États-Unis. Et d'une certaine manière, c'était précurseur pour ce qui allait arriver en 2024 avec l'avènement de tous les ETF crypto aux États-Unis. Donc, ce qu'on a pu voir avec Bitcoin en tout début d'année, qui a été approuvé, donc le premier ETF spot Bitcoin aux États-Unis. Et derrière, s'en est suivi le premier ETN spot Ethereum. Et donc, on est très fiers d'avoir ces deux produits aux États-Unis. Okay. Peut-être justement pour notre audience, est-ce qu'on peut préciser ce que veut dire le terme spot? Bien sûr. Donc, spot, en fait, ça va désigner le fait d'avoir la crypto véritablement à soi. Ou en tout cas, que la crypto soit physiquement dans le produit financier ou dans son grandir. D'accord. Donc, si on reprend justement le graphique, on voit la part qui semble infime. En tout cas, après, c'est quand même des chiffres considérables. On parle de plusieurs 1000 milliards, 1 trillion pour 1000 milliards de dollars. Mais du coup, cela veut dire qu'il y a une marge de progression. Et comment est-ce qu'on peut justement analyser et prévoir cette marge de progression à l'avenir concernant l'adoption de la crypto-monnaie? Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différents parallèles à faire, notamment avec des technologies qui ont pu émerger dans les dernières décennies. Internet remonte un petit peu plus loin, mais ce parallèle est extrêmement intéressant. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une vraie adoption des portefeuilles crypto et du nombre d'utilisateurs qui est en croissance perpétuelle et qui mimique ce qu'on a pu connaître avec Internet dans les années 90. Ce qu'on peut voir sur ce graphique, donc c'est une comparaison avec le nombre d'années depuis qu'Internet et que Bitcoin sont connus du grand public, quel est le nombre d'utilisateurs. Donc évidemment, Internet, on est sur une échelle différente, mais sur la partie crypto, on était quand même en 2023 autour de 70 millions estimés d'utilisateurs de portefeuille, ce qui est extrêmement conséquent. Et c'est en fait la preuve que c'est une des technologies qui a la croissance la plus forte qu'on ait jamais connue dans l'histoire du monde. D'accord, donc le parallèle est très intéressant parce que du coup, est-ce qu'il y a une forme de corrélation justement entre les deux courbes ou Absolument, on voit que ça se suit jusqu'à présent. En vérité, la crypto a une croissance plus importante que Internet a connue au début des années 90. Et évidemment, avec les projections qu'on peut faire sur ce graphique, on pourrait voir qu'en 2030, on pourrait atteindre les potentiels 200 millions de véritables users crypto. D'accord, donc voilà, marge de progression considérable. Et donc on a parlé un peu précédemment, justement, on a dit que le Bitcoin, ça reste la crypto-monnaie d'origine, si je peux me permettre, mais qu'entre-temps ont émergé d'autres crypto-monnaies que beaucoup de personnes connaissent, donc l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quelle est la part, par exemple, du Bitcoin dans justement la masse des crypto-monnaies qui circulent, en tout cas, je ne sais pas si c'est le mot qui s'adapte, donc masse de crypto-monnaies qui circulent. Est-ce qu'on peut définir justement la répartition entre les différentes crypto-monnaies? Exactement. Donc ce qu'on a aujourd'hui avec Bitcoin, c'est que ça reste l'actif majoritaire, où il représente 54% de toute la capitalisation boursière que la crypto représente aujourd'hui, donc les 1,6 trillions dont on parlait juste avant. Sur ces 54%, donc Bitcoin exclusivement, et sur le reste, donc sur les 46%, on va avoir un mélange entre Ethereum qui prend 17%, une autre part de 17% qui représente toutes les autres crypto-monnaies, et derrière d'autres comme Solana, comme le stablecoin très connu qui est USDT, ou même le Binance Coin. Okay. D'accord. Donc moi, si je prends le graphique ici qui s'affiche justement sur l'écran de notre audience, c'est que donc on voit en bleu, donc c'est la grosse part, ça sera le Bitcoin, mais on voit justement, est-ce qu'on arrive à dessiner à partir de quel moment il y a eu l'émergence en tout cas l'adoption de nouvelles crypto-monnaies? Est-ce que c'est justement vers 2020-2021 avec le confinement, donc en plein dans le Covid, ou est-ce que c'est vraiment
ça a commencé avant. Alors, c'est possible que le Covid ait joué un effet à ce moment-là. Là où ça a vraiment commencé, c'est finalement autour de 2015, où Ethereum a vu le jour et a ouvert une nouvelle porte révolutionnaire sur ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la crypto-monnaie, avec les smart contracts. Et ça s'est poursuivi ensuite avec la croissance d'autres projets. Aujourd'hui, on peut même voir Solana, qui est beaucoup plus récent. Donc, au final, c'est à partir de cette période-là où ça a commencé à être une période de baisse en termes de dominance Bitcoin. Autour de 2016, et plutôt en 2017, on a même eu un moment où Bitcoin avait perdu ses 50% symboliques de domination. Donc il y a cette tendance de fond où Bitcoin perd du terrain, même s'il reste l'actif majoritaire et le symbole de toute l'industrie. D'accord, ok, très bien. Donc très intéressant, mais justement maintenant on va peut-être rentrer dans le cœur de notre sujet ce soir. Et de ce que je comprends et de ce que l'audience comprend, c'est qu'évidemment, on a fait un focus sur les crypto-monnaies. Oui. Donc, c'est des actifs qu'on peut détenir directement. Est-ce qu'il y a d'autres manières, justement, d'être exposé aux crypto-monnaies sans détenir forcément physiquement le crypto-actif ? Bien sûr. Alors, en tant qu'investisseur, c'est vraiment le terme qu'il faut retenir en Europe, c'est l'Exchange Traded Note. Donc, en quoi ça consiste ? C'est un titre de créance, en fait, dont l'objectif va être de répliquer la performance de l'actif que vous allez souhaiter. Donc, par exemple, si c'est sur un ETN Bitcoin, ça va répliquer au plus proche possible la performance Bitcoin, et ce sera la même chose pour Ether ou pour un panier de différentes cryptos. Et pour aller plus loin sur le terme créance, qui peut un petit peu faire peur, en fait, la créance, ça représente une obligation qu'a l'émetteur envers vous, l'investisseur, en souscrivant en fait à l'ETN, donc en investissant, vous allez d'une certaine manière nous prêter, par exemple, si vous investissez 1 000 €, vous allez nous prêter ces 1 000 € et en retour, nous vous promettons de vous rendre ces 1 000 € là avec la performance accrue ou évidemment décroissante que vous pourriez avoir sur votre actif. D'accord, donc ETN, donc Exchange Traded Note, donc c'est quelque chose d'important qu'on va aborder plus tard, donc ça veut dire que c'est différent de ce que c'est un ETF. Oui. Et quand on dit titre de créance, ça veut dire simplement titre de dette, oui. Donc ça veut dire que l'émetteur, c'est comme s'il récoltait en fait des fonds pour… D'une certaine manière, oui, c'est un parallèle que l'on pourrait faire. C'est une structuration de produits qui a émergé en Europe et qui a permis véritablement de lancer cet investissement à ce genre de produits financiers. D'ailleurs, on reviendra un peu plus tard sur les différents risques qui sont, comme tout produit financier, il faut évidemment faire attention aux risques et nous allons documenter ça, en tout cas préciser ça, les risques importants dans les prochaines slides en ce qui concerne les ETN. Alors, il y a deux choses qui se posent à nous. Donc, en tant qu'investisseur, si je me mets dans la place de notre audience et des investisseurs qui nous regardent, donc j'ai la possibilité de détenir directement l'actif physique et j'ai aussi la possibilité d'être exposé via un produit comme un ETN, donc une forme de produit dérivé qui me permet d'être exposé aux crypto-monnaies. Quels sont les avantages entre les deux façons d'être exposé à la crypto-monnaie ? Quels sont les risques de chacune de ces façons de détenir les crypto-monnaies ? Bien sûr. Alors en fait, c'est très important de distinguer l'investissement direct. Ce qu'on va appeler direct, c'est aller directement sur des exchanges crypto et puis après sur la blockchain en elle-même pour aller sauvegarder ses fonds et pouvoir les conserver. La manière indirecte, c'est plutôt avec des intermédiaires, donc via les produits type ETN en Europe ou avec des ETF aux États-Unis. Et si on rentre sur la partie directe, il y a des avantages qui sont non négligeables et qui correspondent aussi à la philosophie crypto, donc peut-être que ça va parler à plus de personnes. Il y aura aussi des avantages de l'autre côté, évidemment. Et sur la partie directe, donc vous avez des avantages clés, donc d'avoir le contrôle absolu sur tous vos actifs. Ils sont sur votre portefeuille, vous en êtes le seul détenteur, le seul acteur à pouvoir faire des transactions, théoriquement en tout cas, si vous êtes bien sécurisé sur votre portefeuille. Donc c'est un avantage qui est indéniable et qui correspond même à la philosophie crypto, ça c'est certain. Après, ce qui est très important aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Si ce n'est le premier achat que vous allez faire, vous allez vous connecter, créer un compte sur une plateforme crypto, dont je ne citerai pas les noms, mais derrière, vous allez pouvoir retirer vos fonds et ensuite les mettre sur un portefeuille dont vous allez être bel et bien propriétaire. Et derrière, il y a un autre avantage, c'est que cette crypto, elle peut être tradée à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour. Vous n'avez pas de contraintes comme sur les marchés financiers traditionnels. D'accord, parce que justement, c'est un élément qu'on n'a pas abordé. Les cryptos, ça se trade, pour ceux qui ne connaissent pas justement… H24, 7 jours sur 7, crypto never sleep, c'est ce qu'on dit. D'accord, donc l'adage, ok. Et justement, versus si on est exposé justement à des ETN crypto, ça sera quoi la différence principale ? Alors, sur l'indirect, avant de rentrer sur ce mode de fonctionnement, quelques risques aussi sur l'investissement direct pour bien faire cette différence. Même si on a le contrôle total sur tous ces actifs, on
on a besoin d'être expert véritablement pour être en toute sécurité. Et même en étant expert, ça peut arriver à des fondateurs de protocoles crypto, des figures crypto, de pouvoir perdre une clé pour accéder à leur portefeuille et malheureusement perdre tous leurs fonds parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution. Il y a aussi le risque de contrepartie avec certains exchanges. Si vous choisissez de conserver vos fonds sur des plateformes crypto, il peut arriver qu'il y ait un piratage ou même qu'il y ait une fraude avec ce qu'on a vu ces dernières années aux États-Unis et partout dans le monde. Donc c'est vraiment des risques qui sont pas négligeables. Et si on rentre du coup sur la partie indirecte, donc via les ETN, là on va être sur des produits qui sont à la fois négociés très facilement, donc comme un ETF ou comme une action. Si vous avez l'habitude de ce genre de produit, vous allez être absolument vous ne serez pas perdu, vous allez être sur votre plateforme d'investissement et vous allez tout simplement négocier ces titres comme à votre habitude. Ça se passe sur des places boursières réglementées, donc contrairement à la plupart des exchanges crypto qui sont en cours de régulation ou même parfois dans un flou juridique, ici on est sur des places boursières type Euronext, donc c'est vraiment sur des places de marché dans lesquelles les investisseurs ont une certaine confiance par défaut. Et derrière, si on parle des ETN physiques, toute la conservation qui se fait, donc des véritables Bitcoin, Ether et toute autre crypto-monnaie, se fait vraiment chez un professionnel et chez un spécialiste dont le seul objectif est de garder vos cryptos au chaud et de juste faire tourner le trading avec les produits. Donc j'imagine, si on fait le comparatif, il n'y a pas ce risque, par exemple, de se faire voler sa clé. Ce serait beaucoup plus difficile. Après, c'est toujours un risque à prendre en considération. C'est que d'une certaine manière, dès qu'il y a de la crypto physique, il y a une clé privée derrière. Donc un dépositaire pourrait toujours théoriquement avoir un problème en termes de sécurité. Mais très sincèrement, c'est beaucoup moins probable que ce genre d'acteur en ait un que malheureusement que vous. Okay. Et en revanche, même si ce sont des avantages qui ne sont pas négligeables, il y a aussi certains risques et certains inconvénients. Vous aurez des frais. Donc chaque année, il y a des management fees qui sont prises sur ces produits. Donc frais de gestion. Exactement, pardon, les frais de gestion, petit anglicisme. Donc sur votre performance. Et puis ensuite, certains ETN parfois peuvent avoir des contraintes de liquidité. Ça peut se produire autour de grands événements économiques avec des annonces de la Fed ou ce genre de choses. Donc c'est toujours quelque chose à avoir en tête. Ceci dit, aujourd'hui, on a vraiment un volume qui est très conséquent sur les ETN européens. Chez Vanek, par exemple, aujourd'hui, on a en gros 950 millions de dollars qui sont gérés sur ce genre de produits chez nous. Donc ça garantit aussi une certaine forme de liquidité. Et puis évidemment, il y a tous les autres acteurs. Donc tout ça fait que ce sont des produits assez efficaces. Parce que la liquidité, c'est quand même un élément important. Surtout qu'on a évoqué justement qu'on peut échanger ces produits sur une place régulée, par exemple Euronext, comme un autre produit, une action ou tout autre produit. Donc c'est important aussi de permettre justement l'achat et la vente et un carnet d'ordre qui est profond. Et un produit efficient, absolument. Et ça, c'est grâce à la liquidité. Donc, absolument, c'est ça. Donc parfait. Du coup, justement, donc là on vient de voir les avantages et les inconvénients. Donc on va voir maintenant ce qui est quelque chose de, je pense, et notre audience va peut-être se reconnaître là-dedans, c'est qu'on a tendance peut-être à associer les ETN crypto à la même chose ETF, que les ETF. Donc c'est un peu un mauvais usage, ou en tout cas c'est utilisé comme terme générique, donc ETF crypto pour définir des ETN crypto. Et c'est très important de savoir justement que ce n'est pas la même chose et que, est-ce que tu peux justement nous expliquer les différences et pourquoi on ne parle pas d'ETF crypto justement. Exactement. En fait, ce sont deux termes très différents. Le premier aspect dans cette différence, c'est une différence géographique et une différence légale. Les ETF spot pour la crypto, ça existe aux États-Unis, ça existe depuis même quelques mois. En Europe, on n'a pas ce genre de produit. C'est pour des contraintes légales en termes de diversification au sein même des Exchange Traded Funds, donc les ETF. C'est ça. Et au final, les ETN en Europe sont vraiment devenus le standard d'investissement en crypto depuis maintenant 9 ans. Il y a énormément d'investisseurs qui ont pu profiter de ce genre de produit avec leur avantage, donc la facilité d'achat, le fait que ça s'intègre très bien dans votre portefeuille, que ça facilite toute votre gestion aussi derrière. Donc d'une certaine manière, c'était un produit précurseur et qui aujourd'hui vit toujours en Europe. Okay. Juste peut-être avant de continuer, et ça justement je viens de recevoir les résultats par rapport à notre questionnaire. Donc on avait justement posé une question à notre audience. Avez-vous négocié des ETN crypto auparavant? Alors le retour, et justement c'est le but de cet ETN, ça conforte un peu notre idée par rapport à cet ETN, c'est qu'on a 15% de notre audience qui a déjà investi, mais parfois. Seuls 6% investissent sur les ETN crypto régulièrement et 79%
50% de notre audience n'a jamais investi sur des ETN crypto. Donc voilà, ça prouve justement l'intérêt de notre sujet ce soir. Donc, tout à fait. Justement, pour reprendre les principales différences par rapport aux ETF et les ETN crypto, est-ce qu'il y en a d'autres Alors, c'est intéressant de faire la distinction en termes de structuration de produits pour bien comprendre ce dans quoi vous allez investir. Donc, un ETF, c'est bien un fonds. Et le principe du fonds, c'est que le fonds va aller acheter réellement les actifs auxquels vous voulez être exposé. Ça peut être un panier d'actions si vous allez être sur un indice américain pour les 500 plus grandes entreprises. Ça peut être Bitcoin aux US. En France, ce n'est pas possible. Sur un ETN, donc, comme j'ai expliqué, c'est un titre de créance. Et donc, en échange de cette promesse, voilà, il y aura des frais, etc. chaque année, mais on vous promet de répliquer la performance de votre actif choisi. Et l'ETN peut être soit synthétique, soit physique. Un ETN synthétique, donc c'est les premiers ETN crypto qui ont été lancés en Europe, souvent c'est un peu les anciens ETN, ça consiste à avoir des produits dérivés derrière le système qui est un ETN, qui vont répliquer la performance de Bitcoin, si vous avez choisi cet actif, ou d'autres cryptos. Sur un ETN physique, là, comme on l'expliquait, vous allez avoir véritablement de la crypto en collatéral. Donc ça se rapproche bien plus de la philosophie d'un ETF où vous aurez, comme j'expliquais, réellement les fonds dans le produit en lui-même ou via des parties prenantes. D'accord. Et peut-être qu'on ne l'a pas abordé, hein, en tout cas très brièvement. Donc, tu as parlé des frais de gestion. Ouais. Est-ce que, justement, c'est quelque chose de très important pour les investisseurs qui nous regardent? Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée, justement, en termes de frais de gestion annuels? Et aussi, grande question aussi par rapport à d'autres produits comme les fonds d'investissement, par exemple. Est-ce qu'il y a des tickets d'entrée, justement, pour les ETN crypto? Alors, sur les tickets d'entrée, non. Ou la plupart du temps, non. Ça va plutôt dépendre des plateformes d'investissement. En règle générale, vous pouvez investir avec 1 euro. Et ta première question? Justement, moi je voulais comprendre le pourcentage justement des frais de gestion qui sont appliqués par les émetteurs. Absolument. Par exemple comme VanEck. Eh ben, chez VanEck, on est autour de 1%. Ça peut être un peu plus selon les différents actifs. C'est très variable selon les émetteurs. Et parfois aussi, le staking peut faire partie de cette équation. Staking. Le staking. Alors le staking, disons que c'est quelque chose qui est propre à la blockchain en elle-même, qu'on ne retrouve pas du tout sur les marchés financiers traditionnels. C'est quelque chose qui a été lancé, en tout cas en termes d'idées, par Ethereum. Et en fait, c'est une alternative au Proof of Work. Alors, je vais rentrer un peu dans ces notions-là. Proof of Work, donc c'est tout ce que vous connaissez sur le mining avec Bitcoin. C'est en fait très énergivore, évidemment, parce qu'on va avoir une puissance de calcul qui va être nécessaire pour valider toutes les transactions. Ethereum a essayé d'avoir un système alternatif beaucoup moins énergivore, où en fait, vous allez pouvoir staker, c'est-à-dire verrouiller votre crypto, donc sur le réseau crypto. Ça peut se faire via les ETN, puisqu'on a ce collatéral physique. Donc, il y a des ETN stakés. Et derrière, puisque vous verrouillez, en fait, vous allez sécuriser le réseau d'une certaine manière et vous allez avoir une rétribution avec chaque année une performance accrue sur votre. D'accord. Donc cette rétribution, elle est versée directement, elle est détachée. Je sais pas. Oui. Je suis en train de faire un parallèle avec le ETF, mais comment cette rétribution par rapport au staking, elle est versée? On pourrait faire un parallèle avec les dividendes d'une certaine manière pour que ça parle à tout le monde ce soir. En vérité, ça va être en fait une incrémentation de votre nombre de shares sur votre. Donc la valeur du produit, elle augmente. C'est ça, exactement. D'accord. Toujours avec le staking qui est versé sur la véritable crypto. Donc si vous êtes sur un ETN staké Ethereum, les récompenses de staking vont être en Ether. Donc qui sont aussi fluctuantes et qui vont suivre la valeur de votre investissement. D'accord. Et justement, le fait que ça augmente justement la valeur du produit, en tout cas avec le staking, est-ce que au final, en tant qu'investisseur, peut-être que je ne veux pas être exposé, beaucoup exposé en tout cas à la crypto. Ouais. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent justement de rééquilibrer, entre guillemets, la répartition dans mon portefeuille au global? Exactement. Alors ça, en fait, ça va faire partie du choix que vous pouvez faire sur votre produit. Il y a des ETN où on aura un panier d'actifs. Donc c'est une forme d'indice en fait. On va avoir par exemple ce qu'on peut proposer chez nous, le top 10 de toutes les cryptos les plus importantes en termes de capitalisation. Et donc sur ce produit-là, trimestriellement, on va faire un rééquilibrage à travers
à travers tous ces actifs selon leur performance pour qu'en fin de compte, ça colle à vos objectifs et aussi à la philosophie de l'indice qui sera choisi. Si par exemple on est sur le top 10 crypto, on va vouloir avoir Bitcoin en grande majorité pour répliquer ce véritable top 10. Et derrière, on peut avoir certains altcoins, donc d'autres coins que Bitcoin, Ethereum, qui vont prendre en valeur et peut-être prendre une place plus importante que vous l'auriez voulu dans votre portefeuille, car ça représente aussi du risque. Et donc sur ça, on va faire un rééquilibrage, donc c'est du rebalancing, et ça se fait directement sur les ETN qui sont indiciels, donc avec différents cryptoactifs. D'accord, donc juste pour résumer, ça veut dire si j'investis 1 000 €, j'ai une exposition, je ne sais pas, de 10% sur les cryptos. Le fait que mon produit s'apprécie au fil du temps, ça veut dire que mon exposition, elle aura mécaniquement aussi augmenté et le rééquilibrage ou le rebalancing va chercher justement à revenir à cet objectif initial que j'avais en rentrant sur le produit initialement avec mes 1 000 €. Alors ça, c'est une notion un peu différente. En fait, il y a le rebalancing qui se fait entre les cryptoactifs dans l'ETN en lui-même. Mais derrière, sur votre portefeuille, c'est évidemment à vous de voir quelle répartition vous voulez bien avoir. Sur un ETN, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir votre exposition crypto juste à côté de vos actions, de vos obligations, d'autres produits financiers. Et de fait, vous pouvez ajuster bien plus facilement, croyez-moi, que si vous étiez sur la blockchain en elle-même, que vous compariez vos différents actifs. Et en termes de gestion, c'est vraiment facilité. Ok, parfait. Alors juste avant peut-être d'enchaîner sur le prochain sujet, qui est le sujet concret de comment choisir les ETN tout simplement, j'ai une petite question justement par rapport à ce que tu disais sur la promesse de rendement justement de l'émetteur de l'ETN. Comment ça marche? Est-ce qu'on va répliquer justement exactement ce rendement, donc, ou ça va varier au fil du temps? Est-ce que c'est vraiment une promesse de rendement exacte? Alors, on cherche à avoir la performance la plus proche possible du rendement voulu. Donc, si vous vous exposez à Bitcoin, encore une fois, par exemple, vous allez vouloir avoir la réplication la plus exacte. Vu qu'on a des ETN physiques avec le vrai collatéral derrière, on est quand même sur une logique où on va suivre le prix de manière très, très fidèle. Ok, parfait. C'est une question que je pense que beaucoup se posent ce soir. Et une autre question qui se pose, comme je le disais, c'est comment choisir concrètement son ETN. Donc, quels sont mes outils, les outils à ma disposition en tant qu'investisseur pour pouvoir choisir mes ETN? Bien sûr. Alors, plutôt que des outils, je pense que c'est vraiment des questions cruciales qu'il faut avoir en tête en tant qu'investisseur. Déjà, c'est à quelle catégorie d'actifs vous allez vouloir être exposé. Comme on l'a vu, il y a Bitcoin qui reste majoritaire, qui a peut-être moins de volatilité que certains altcoins et de bien d'autres d'ailleurs. Et foncièrement, vous allez faire un choix entre l'actif le plus traditionnel au sein de l'environnement crypto ou bien les actifs un peu plus à risque. Donc, c'est une première question qui va s'ouvrir à vous. Ensuite, il y a le fait de choisir une seule crypto. Si vous avez une conviction, parce que vous avez recherché un petit peu certains fondamentaux sur un projet, ou vous aimez bien Bitcoin ou autre, vous voulez faire les choses assez simplement, vous pouvez choisir une crypto ou bien choisir un panier d'actifs qui sera d'emblée diversifié et qui vous permet, sans le calculer vous-même, d'avoir cette exposition crypto et pas seulement Bitcoin, donc de potentiellement avoir plus de risques dans des phases haussières comme baissières. Donc il faut bien l'avoir en tête. Derrière, on l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a la notion de rééquilibrage qui peut se faire avec ces produits type panier. Et à voir aussi si vous préfériez faire ce rééquilibrage vous-même et de fait avoir peut-être un ETN Bitcoin, un ETN Ethereum et les rééquilibrer juste entre eux comme vous le souhaitez au fur et à mesure. Donc ça, c'est les grandes questions. Les grandes questions que je dois me poser. Les questions de risque sont des questions importantes, on y reviendra après. Donc, on y revient même tout de suite. Quels sont justement les principaux risques qui se posent? Et voilà, je consulte très brièvement la slide et je vois qu'il y a certains risques que je ne verrai pas forcément sur d'autres produits dits classiques, traditionnels. Donc, est-ce que tu peux nous exposer justement l'ensemble de ces risques principaux qui existent sur les ETN qui sont adossés à des cryptos? Bien sûr. Alors, on commence avec le risque technologique. Donc ça va toucher à tous les systèmes qui vont gérer l'ETN en lui-même. Donc en soi, on peut avoir un parallèle avec les actifs traditionnels, type ETC, ETF, tous les autres produits.
on peut toujours avoir une panne, sur une salle des marchés. Et là, on va rajouter l'aspect crypto, évidemment, où on peut avoir un problème technique, où on peut avoir un piratage. Enfin, ça peut toujours arriver. Donc, il faut bien avoir en tête qu'il y a ce risque technologique propre aux cryptoactifs et à leur évolution qui est crucial. Après, il y a le risque réglementaire. On l'a vu au cours de ces dernières années, et on le verra en fin d'année aussi. Toute la régulation évolue. En toute fin d'année, là, on va avoir donc la nouvelle loi qui s'appelle MiCA qui rentre en vigueur en Europe et qui va aller réguler les stablecoins et les cryptoactifs dans leur ensemble. Donc tout ça, c'est un contexte qui reste fluctuant. C'est une loi européenne Une loi européenne. Et qui est simplement, qui est uniquement dédiée à l'environnement crypto, oui. Ou c'est quelque chose de plus large? Absolument, c'est sur l'environnement crypto. Tout à fait. Et puis d'autres risques à prendre en compte, ceux-là vous les connaissez sûrement davantage, le risque de perte totale. Vous pouvez perdre tout votre investissement. Il peut évidemment avoir une chute des marchés, mais ça peut être un piratage de manière encore plus tragique. Il y a aussi le risque de volatilité, où là on a des actifs qui sont bien plus volatiles que ce que vous pouvez connaître avec les actions. On peut voir Bitcoin, mais les autres sont encore plus volatiles. Et puis il y a le risque de l'émetteur en lui-même, où même Vanek aujourd'hui pourrait être insolvable un jour si un grand problème venait à arriver. Et dans ce cas-là, il y aura un mécanisme qui se mettra en place pour que vous puissiez récupérer vos fonds. Mais voilà, c'est toujours un risque à prendre en compte. Voilà, ça c'est le risque, c'est lié directement au fait que ça reste un titre de créance, oui. le TN, et donc évidemment il y a quelque chose de très important qui est le risque de solvabilité de l'institution qui émet le produit. Il y a quelque chose, justement, volatilité extrême, et tu as précisé que c'est peut-être un peu plus volatile que certains, que d'autres classes d'actifs. À quoi ce serait dû? Qu'est-ce qui driverait le plus cette volatilité? Alors, le premier élément, c'est sûrement un élément de l'ordre de la capitalisation. Ce qu'on a pu voir avec le poids que la crypto représente aujourd'hui, donc 1600 milliards, ça peut paraître énorme, mais c'est bien plus faible que ce qu'on peut avoir avec le marché des actions ou même l'or. Et de fait, par nature, c'est plus volatile. On a aussi des gens qui étaient là en crypto depuis très longtemps, qui ont parfois des sommes colossales en Bitcoin ou sur certains actifs et qui peuvent parfois vendre et tout simplement faire bouger le marché à eux seuls. Ce qui est possible sur le marché des actions aussi, mais peut-être amplifié avec le marché crypto. Et après, il y a différentes tendances à certains moments. On peut avoir un actif qui va exploser sur une forme de narrative, donc une sorte de storytelling qui va se faire dans la communauté crypto, et on va voir certains protocoles prendre plus en valeur que d'autres ou parfois baisser. Ok, donc très intéressant. En tout cas, justement, ça, c'est les risques principaux, et il y en a évidemment certains qui vont, en tout cas, qui ont attiré mon attention un peu plus particulièrement parce qu'ils diffèrent d'autres types de produits. Ouais. Mais pour notre audience, justement, c'est un élément très important, les facteurs de risque. Vous pourrez retrouver justement l'ensemble de ces éléments dans ce tableau, soit maintenant, soit justement ultérieurement, lorsque le replay de ce webinaire sera disponible. Vous pourrez voir voilà, tout le tableau exhaustif des différents risques et leur explication directement sur les slides. Exactement. Est-ce que, donc voilà, ça c'est la prochaine slide sur l'ESG, en tant qu'investisseur justement, est-ce qu'il existe justement d'autres critères, considérations que je pourrais inclure dans ma stratégie d'investissement? Oui. Alors l'ESG, c'est clairement ça fait partie des critères que les investisseurs vont avoir aujourd'hui, à raison. En crypto, c'est un vrai débat. On a vraiment des très fortes critiques à juste titre parce que la crypto consomme beaucoup d'énergie. On a une forte empreinte carbone qui est en grosse partie due à Bitcoin via le mécanisme de proof of work que je décrivais précédemment et qui fonctionne en grosse partie aussi via des énergies fossiles. Mais ce n'est pas du tout la totalité. Mais justement, comment on peut dire que c'est ESG si on sait que derrière tout le processus, en tout cas pour le Bitcoin, de mining nécessite des systèmes de calcul, des ordinateurs, donc beaucoup d'énergie. Qui sont souvent remplacés en plus. Voilà, donc le débat, il sera où par rapport au fait que c'est possible de l'inclure dans une stratégie ESG? Il y a vraiment deux aspects. Déjà, il y a un aspect presque philosophique, c'est que cette énergie qui est consommée, elle n'est pas consommée pour rien. Elle sécurise un système global décentralisé à 100% pour pouvoir faire des transactions peer-to-peer partout dans le monde. Ce qui est un vrai luxe aujourd'hui et ce qui est quand même une des innovations majeures qu'on a pu avoir au cours du dernier siècle.
Après, il y a aussi le fait que la consommation d'énergie, elle peut être assez trompeuse. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la crypto dans son ensemble qui va vraiment consommer beaucoup d'énergie. Mais sur certains protocoles comme Ethereum, et on peut le voir avec d'autres où ça commence à fructifier, on a ce qu'on appelle les couches 2, donc les layer 2, qui vont aller se superposer au protocole. Donc si on prend le cas Ethereum, vous allez avoir par exemple Arbitrum, Optimism qui vont fonctionner sur Ethereum, qui donnent les mêmes cas d'usage, mais qui, eux, vont consommer beaucoup moins parce que chaque transaction crypto va être mise dans une sorte de paquet qui sera validé en bloc derrière. Et ça réduit drastiquement ce qu'on peut voir comme consommation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que 76% des mineurs, donc là c'est sur Bitcoin, utilisent des énergies renouvelables. Il faut prendre conscience aussi que tous ces mineurs, on a encore l'image du jeune mineur très amateur qui est dans sa chambre avec son ordinateur. Ça n'existe plus du tout. C'est des acteurs extrêmement sérieux. C'est une industrie véritable qui est portée en grosse partie par les US. Aujourd'hui, c'est des boîtes souvent cotées qui ont des obligations en termes de ESG. Donc il y a une vraie progression sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, 59,5% de l'énergie totale de ces mineurs provient de sources renouvelables. Ce qui est une progression donc de 39% par rapport à 2020. Pardon, 2020 c'était 39%, on arrive à 59%. Ok, donc très intéressant. En tout cas, effectivement, donc, dans notre audience, parmi nos clients chez DeGiro aussi, il y a cette préoccupation justement de l'impact de nos investissements. Et c'est intéressant de savoir que justement en investissant les ETN crypto, on peut l'inclure dans notre stratégie d'investissement global et en tenant compte de cette considération ESG. Une autre vertu peut-être qui pourrait exister, un atout, considération importante pour nos investisseurs, et je pense que c'est une des plus importantes sûrement. Est-ce que, donc après ça c'est peut-être un avis personnel, mais la crypto-monnaie, est-ce qu'elle offre, est-ce que c'est un outil de diversification de mon portefeuille? Ça c'est indéniable. Okay. Aujourd'hui, vraiment, il y a un vrai potentiel pour la diversification via la crypto-monnaie dans son ensemble. Ici, vous pouvez voir encadré en rouge, donc le top des crypto-monnaies, c'est un indice qu'on a chez Vanek, en gros des 10 plus grandes il s'appelle Crypto Leaders. Crypto Leaders, excusez-moi, okay. Absolument. Et donc, on peut voir qu'il y a des corrélations qui sont parfois proches de 0, ce qui veut dire qu'on est sur une corrélation extrêmement faible. Si on est sur une corrélation de 1, c'est une corrélation parfaite. Donc, vous suivez. Chose importante, 0, ça veut dire pas corrélé du tout, et 1, c'est corrélation parfaite. Exactement, c'est ça. Et si on prend quelques exemples, donc la corrélation de Crypto Leaders avec le MSCI World, donc qui représente un indice d'action mondiale, on est à 0,46 de corrélation, ce qui reste corrélé, mais d'une certaine manière moins que 0,5, donc ça reste assez intéressant. Sur le marché obligataire mondial, on est à 0,39, donc c'est une forme d'indépendance encore plus forte. Sur l'or, assez surprenamment, on passe à 0,16, donc c'est encore moins corrélé, et sur le pétrole, même 0,07. Donc véritablement, on a une vraie différence sur les investissements classiques que vous pouvez faire au jour d'aujourd'hui, et vous aurez un potentiel de diversification qui est historiquement indéniable, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ok, très bien. Alors là, c'est des informations importantes qui passent à l'écran justement par rapport au risque, par rapport à l'importance justement d'avoir des décisions éclairées, de prendre en considération son appétence et son aversion au risque. C'est pas fini parce que maintenant justement, comme promis en tout début de webinaire, nous avons pris du temps pour préparer une petite vidéo qui va vous permettre de découvrir votre plateforme DeGiro. Et notamment découvrir où vous pouvez trouver les ETN crypto, et notamment les ETN crypto qui sont émis par Vanek. Donc, ça sera une petite vidéo. On reviendra tout de suite après pour pouvoir répondre aux questions de notre audience ce soir. Et je peux déjà voir qu'il y a beaucoup de questions, donc on prendra le temps de répondre à un maximum de questions possibles. Donc, on se dit à tout de suite après la vidéo. À tout de suite. Voici maintenant le temps de découvrir ensemble votre plateforme DeGiro. Pour commencer, lorsque vous ouvrez votre plateforme, vous verrez l'aperçu de votre solde, de la valeur de votre portefeuille et vos résultats, ce qu'on appelle communément les PNL qui sont quotidiens ou depuis la création de votre compte. Vous pouvez voir le montant en euros sur la plateforme, c'est le montant de vos liquidités disponibles et non utilisées, tandis que l'espace libre correspondra au montant que DeGiro vous autorise à investir. Ce montant peut différer des liquidités sur votre compte, par exemple lorsque vous avez des ordres d'achat en cours qui attendent d'être exécutés.
Nous allons maintenant sur la page marché, sur laquelle nous sommes déjà. Vous y trouverez une vue d'ensemble de ce qui se passe actuellement sur les marchés, les top lists des produits les plus négociés sur notre plateforme et des informations pertinentes sur l'investissement. Allons ensemble maintenant vers les produits. À partir de cette page, vous pouvez facilement trouver les ETN crypto en passant votre souris sur l'icône produit dans la barre latérale noire à gauche de votre écran et en cliquant sur Tracker ETF. Si vous connaissez déjà l'ISIN de l'ETN qui vous intéresse, il vous suffit de le saisir dans la barre de recherche en haut. Gardez à l'esprit qu'un ETN peut être coté sur plusieurs bourses, ce qui peut par exemple avoir un impact sur la devise dans laquelle il est négocié ou sur le volume des transactions. Une fois sur la page des trackers, vous verrez tous les ETF, ETN, ETC disponibles sur la plateforme DeGiro. Vous pouvez utiliser les différents filtres pour vous aider à trouver celui que vous recherchez. Pour l'instant, nous allons commencer par filtrer par l'émetteur et choisir VanEck. Je vais donc sur la section émetteur. Je peux taper également VanEck. D'autres filtres existent et vous permettent d'affiner votre recherche par type de commission, le type de produit. Vous pourrez ainsi choisir entre les ETF, les ETC et les ETN. Notre webinaire aujourd'hui traitant des ETN, sélectionnons donc Tracker Crypto. Pour pousser davantage dans notre recherche, allons dans le champ Marché boursier qui nous permet de filtrer par bourse. Nous allons donc restreindre aujourd'hui notre filtre à Tracker Crypto dans le type de produit et VanEck dans le champ émetteur. Nous obtenons donc la liste de l'ensemble des produits ETN de VanEck qui sont disponibles sur la plateforme DeGiro. La principale différence entre eux est le sous-jacent qui est suivi. Vous pouvez le voir clairement dans le titre du produit. Ces ETN suivent différentes crypto-monnaies, qu'elles soient principales ou des altcoins, ou des paniers de crypto-monnaies. À côté du titre, vous voyez le symbole et l'ISIN qui sont utilisés pour identifier un certain produit. Un symbole est différent pour chaque produit et chaque bourse, tandis qu'un ISIN sera unique pour chaque produit mais ne fera pas la différence entre les bourses. La colonne de droite indique l'abréviation de la bourse sur laquelle le produit est négocié. Le nom complet de la bourse est visible lorsque nous cliquons sur le produit pour accéder à sa page. Prenons l'exemple de la première ligne. Donc vous voyez que le premier produit est coté sur la place boursière XET. XET est l'acronyme de Xetra. Donc en cliquant sur la page du produit, vous pourrez voir justement que ce produit cote sur Xetra, donc une place boursière en Allemagne. Si nous continuons l'analyse des différentes colonnes et informations disponibles sur cette page, vous pouvez voir le dernier prix auquel le produit a été négocié, la différence monétaire et la différence en pourcentage pour la journée de négociation en cours, toutes deux comparées au prix de clôture. Le volume est le nombre d'actions négociées pour ce produit en ce moment. La clôture est le prix auquel le produit a été négocié pour la dernière fois au cours de la journée de négociation précédente. La mention dernier fait référence à l'heure de la dernière transaction sur ce produit. Ensuite, vous trouverez également la colonne TER qui correspond en anglais au Total Expense Ratio ou bien en français Total des frais sur encours. Vous trouverez également la région qui sont les mêmes que les fils dont nous avons parlé précédemment. Sur la droite, vous pouvez voir aussi combien de temps il faut pour obtenir les flux de prix actuels et à quelle bourse ils se réfèrent. Par exemple, sur la première ligne, tout à droite, nous voyons le nombre 15 qui signifie que le cours pour ce produit a 15 minutes de décalage. Mais si nous prenons 3 lignes plus bas, nous allons avoir un produit où la lettre R apparaît, qui signifie que le cours sur ce produit est en temps réel. Cliquons à nouveau maintenant sur un produit spécifique. La page de détail de ce produit spécifique s'ouvre donc. Vous y trouverez le graphique des prix, les données de prix, la performance d'aujourd'hui et les documents pertinents. Sous les données de prix, nous voyons le dernier prix auquel l'ETN a été vendu. Nous pouvons voir une partie du carnet d'ordre, outil utile pour vous fournir une vision claire de l'offre et de la demande en temps réel en termes de prix, que ce soit des prix de vente ou d'achat, mais également pour vous fournir une idée de la profondeur du carnet d'ordre, c'est-à-dire comprendre le niveau de liquidité sur un certain produit.
Nous allons voir maintenant comment placer un ordre simplement. Si vous cliquez sur le bouton Achat, vous voyez la fenêtre d'ordre qui s'ouvre sur le côté. Elle présente un résumé des informations pertinentes. Nous voyons le menu déroulant permettant de choisir la durée de l'ordre. Deux possibilités existent, soit un ordre du jour, cela veut dire que l'ordre sera supprimé s'il n'est pas exécuté d'ici la fin de la journée de négociation en cours. Mais vous avez aussi la possibilité de choisir un ordre continu. L'ordre continu sera valide tant qu'il n'est pas exécuté pendant une durée maximale de 90 jours, sauf si, par exemple, De Giro ou la place boursière décident de nettoyer le carnet d'ordre et de supprimer les ordres en cours sur un certain produit. Cela peut arriver, par exemple, lorsqu'il y a une opération de surtitre, par exemple, un versement de dividendes. Nous allons maintenant choisir le type d'ordre que nous voulons placer. Vous pouvez choisir un ordre à cours limité, c'est-à-dire que vous allez spécifier une limite de prix pour votre ordre, mais vous pouvez aussi décider de placer un ordre au marché, c'est-à-dire que vous n'aurez pas un contrôle sur le prix d'exécution, mais vous envoyez votre ordre et qui sera exécuté en fonction des prix en vigueur sur le marché. Si nous sélectionnons ordre à cours limité, vous allez voir apparaître d'autres colonnes. Donc on va spécifier une limite, la limite de notre choix, la quantité de titres que nous voulons acheter, et cela calculera automatiquement le montant de l'ordre. Plus bas, vous allez voir le bouton « Valider l'ordre » qui vous permet de valider votre ordre, mais avant d'avoir une validation définitive, vous allez avoir une fenêtre qui va vous permettre de récapituler les informations nécessaires et pertinentes avant de pouvoir placer votre ordre. Une fois que vous avez placé votre ordre, il apparaîtra dans la section ordre en cours jusqu'à ce qu'il soit exécuté. Une fois qu'il est exécuté, dans la page portefeuille, qui est vide ici, mais si un ordre avait été exécuté, par exemple on a acheté un ETN, vous verrez cette page mise à jour avec les positions que vous avez achetées qui s'actualiseront avec les informations qui vous permettent de faire le suivi, que ce soit le cours actuel, la performance du produit par rapport au cours de clôture, votre PNL cumulé ou votre PNL latent et évidemment une information importante, le prix de revient unitaire. Vous pouvez aussi vendre les positions que vous avez en portefeuille. Le même principe s'applique en termes de paramètres d'ordre à insérer. Une fois que votre ordre a été exécuté, simplement votre portefeuille sera mis à jour conformément à votre dernier ordre exécuté. Avec l'ensemble de ces éléments, vous pouvez désormais commencer avec votre premier investissement via votre plateforme de Giro. Nous voici de retour après cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mais maintenant, il est arrivé enfin le temps de répondre à vos questions avec Richard. Donc, on a eu, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de questions. Donc, je vais commencer avec une première question de Talgarvio. Bonjour, si l'on souhaite investir en crypto, De Giro peut suffire. Doit-on ouvrir un compte chez Vaneck ? Non, absolument pas. Vous n'aurez jamais de compte chez Vaneck ou chez un autre émetteur. Ce sera toujours sur votre plateforme d'investissement. Donc ça, et c'est parfois aussi, il faut être très, très vigilant. Il y a souvent des personnes qui cherchent à faire des fraudes et à créer, par exemple, un site qui ne sera pas du tout le vrai site de Vaneck ou un site pour d'autres émetteurs. Donc faites bien attention à ça. C'est toujours sur votre plateforme d'investissement, jamais sur le site d'un émetteur ou un autre acteur. D'accord. Donc juste petite précision, effectivement, donc Vaneck sera l'émetteur Oui. et De Giro met à disposition justement l'ensemble des produits de Vaneck et notamment, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, les ETN crypto. Donc un élément important justement, il y a De Giro qui facture les frais qui seront de 2 € de frais de courtage, quelle que soit la place boursière, plus 1 € de frais de gestion, et puis ça, quel que soit le montant de votre ordre. Donc évidemment, vous pouvez, seul un compte chez De Giro peut vous suffire pour accéder à l'ensemble des ETN crypto de Vaneck. Deuxième question de Sébastien, quelle part de crypto préconisez-vous au sein d'un portefeuille ? Alors là, c'est toujours très compliqué de faire des recommandations et
techniquement, je ne peux pas en faire, mais il faut rester très mesuré avec les actifs crypto, évidemment. Il y a de la recherche qui évoque certains chiffres autour de entre 5 et 10%. Ça peut être moins selon vos objectifs. C'est vraiment quelque chose à prendre en considération avec vos objectifs à vous. Il y a certainement différents simulateurs que je vous conseille d'utiliser pour voir aussi quel effet véritable ça aurait sur votre portefeuille, aussi avec vos différents actifs. Ça va dépendre de quels autres actifs vous avez, disons dans les 90% restants de votre portefeuille, ou même 95%, etc. Ok, parfait. Alors, prochaine question de Laurent. Quelle est la différence entre acheter un Bitcoin par rapport à acheter un ETN Bitcoin? Alors, si c'est un ETN physique, en fin de compte, il y aura toujours un vrai Bitcoin qui sera acheté véritablement. Il ne sera pas gardé par vous en direct. C'est ça la vraie différence avec l'achat direct, c'est que vous êtes en self-custody, ça s'appelle, donc vous êtes le propre détenteur de vos actifs crypto. À ce moment-là, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes libre de les transférer à toute heure, de les négocier sur toutes les places d'exchange crypto, donc spécialisées. Là où vous avez un ETN, il y a tout le processus qui fait que c'est un produit d'investissement facile à utiliser sur votre plateforme que peut être de Giro ou d'autres. Et en termes de gestion, c'est certainement la manière la plus facile de pouvoir faire des rééquilibrages avec d'autres types d'actifs que vous pouvez avoir, comme des actions ou autres. Ok, parfait. Alors, question de Cédric, et ça on l'avait évoqué, peut-être que nous n'étions pas clairs. Quel est le montant du ticket d'entrée dans un ETN crypto? Alors ça va dépendre plutôt des plateformes d'investissement, en vérité, que de l'émetteur. Donc sur ça, je n'ai pas vraiment de plancher à partager, mais en général, ça va être autour de 1 euro selon les plateformes d'investissement. Donc il n'y a pas vraiment Donc le seul ticket d'entrée sera les frais de transaction, mais il n'y a pas de ticket d'entrée en termes de quantité, de nombre d'unités sur lesquelles on va investir et de montant initial à mettre avant de pouvoir détenir un ETN crypto. C'est ça. Ok, parfait. Prochaine question, toujours de Cédric. Quels sont les frais d'un ETN? Mais du coup, c'est une question qui fait suite à la première question. Ouais. Donc, on a parlé des 1% des frais de gestion de l'ETN en lui-même, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, exactement. Donc, chez Banex, sur le produit Bitcoin, on est à 1%. En termes de frais de gestion par an. Sur d'autres actifs, ça va être différent. Ça va être un peu plus haut, par exemple, sur Solana. Et sur notre ETN Ethereum, ça va être différent parce que vous allez avoir une récompense de staking qui vient d'une certaine manière compenser, pas forcément entièrement, vos frais de gestion. D'accord. Et quand on dit 1%, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la valeur du titre lui-même? Exactement. C'est sur votre investissement. Chaque année, vous aurez ces frais. Donc sur Bitcoin, ce serait de l'ordre de 1%. Donc si j'ai 1 000 € investis, ça sera 1% sur les 1 000 €. Tout à fait. Très bien. Par an. Prochaine question. Du coup, non, j'aimerais juste compléter par rapport aux frais. Et je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a les frais de gestion effectivement de l'émetteur, mais il y a aussi les frais de transaction qui sont les frais qui sont facturés justement par votre courtier, par DeGiro. Donc 2 € de frais de transaction chez DeGiro, quelle que soit la place boursière pour les ETN crypto, avec 1 € de frais de gestion supplémentaires. Et donc tout ça, quel que soit le montant de votre ordre. Alors, prochaine question. Oui, pourquoi ne pas acheter du Bitcoin tout simplement? Donc c'est une question au final qui est... Bien sûr. Alors peut-être que cette personne sera plus convaincue par l'investissement direct, même en termes philosophiques, de pouvoir avoir véritablement sa propre crypto sur son portefeuille que l'on détient. Vraiment à soi, où il n'y a aucun intermédiaire. Sur un ETN, les bénéfices que vous allez avoir, c'est vraiment en termes de facilité pour gérer votre investissement en comparaison avec vos autres actifs. Si vous nous écoutez ce soir, vous avez peut-être d'autres investissements. C'est certainement une manière facilitée de pouvoir faire vos rééquilibrages et du coup d'avoir le portefeuille souhaité et de pouvoir le maîtriser avec le temps. Okay. Prochaine question, très bonne question. Alors c'est pourquoi vos ETF ne suivent pas les cryptos 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Eh bien, tout simplement parce qu'on a la contrainte des places boursières européennes qui sont sur des heures réglementées, donc qui vont commencer autour de 9h30 et qui vont terminer en fin de journée. C'est pour ça que vous ne pourrez pas échanger votre ETN après par exemple 17 ou 18 heures selon les places de marché, ni avant 9h ou 9h30. C'est tout simplement comme des actions ou comme des ETF, que ce soit sur le marché européen ou américain, ce sera les mêmes contraintes sur différents horaires. Et peut-être une question subsidiaire, est-ce que ça veut dire si mon ETN est adossé à une crypto qui s'échange 24 heures sur 24, est-ce que mon prix ne va pas changer forcément en dehors des places, des horaires d'ouverture? Donc c'est vraiment, ça se limite
à l'horaire d'ouverture et de fermeture de la place boursière sur lequel l'ETN crypto est coté. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a c'est une question de Samer, est-ce qu'il y a des ETN crypto avec effet de levier? Alors oui, il y en a. Chez Vanek, on n'en propose pas. C'est aussi un choix qu'on a pu faire parce qu'on considère que c'est des actifs qui sont quand même déjà bien risqués. Donc en Europe, ce n'est pas quelque chose qu'on peut proposer. Il y a d'autres émetteurs qui peuvent le proposer avec différents actifs, différents effets de levier. Donc, ça peut être également du long, donc c'est-à-dire investir pour parier sur la hausse, mais du short. Okay. Encore une fois, ça ne fait pas partie de notre offre en Europe chez Vanek. Ok, parfait. Enfin, c'est une question qu'on a abordée, mais c'est important de le préciser. Quelle est la différence entre les ETN et les ETF crypto? Donc, c'est une question d'Emmanuel. Alors, deux différences clés à retenir. La différence géographique. Aux US, donc aux États-Unis, vous avez les ETF crypto. C'est le produit crypto réglementé pour pouvoir investir. Donc, en tant qu'investisseur, sans avoir la crypto en direct vous-même, vous pouvez le faire aux États-Unis aussi si c'est ce que vous préférez. Sur les ETN, c'est un titre de créance. Donc, on a en fait une promesse de rendre le rendement voulu sur Bitcoin sur 1 an, par exemple. On va le répliquer. Et il y a ce titre de dette qui est symbolique entre le lien entre l'investisseur et l'émetteur. Et derrière, on va avoir de la crypto véritablement, si c'est un ETN physique, sur un compte sécurisé et qui sera géré par un custodian, donc un dépositaire professionnel qui va gérer ses fonds. D'une certaine manière, c'est très proche de ce qu'on a avec les ETF aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils vont avoir véritablement la crypto à l'intérieur de ce produit. Ici, c'est un dépositaire qui va gérer les fonds. C'est la manière la plus proche que vous avez d'investir dans un ETF crypto qui, je répète, n'est pas possible en Europe aujourd'hui, c'est vraiment via les ETN. Ok, parfait. Merci beaucoup, Richard. Donc, on a d'autres questions, mais malheureusement, on a un temps imparti pour ce webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à contacter nos équipes de service client chez DeGiro, donc soit par téléphone, soit par email. Nous ferons un plaisir d'y répondre le plus précisément possible. Donc, merci d'avoir suivi ce webinaire, ce premier webinaire de la saison. Merci à toi, Richard, de m'avoir accompagné et d'avoir inauguré justement cette saison avec moi. D'ailleurs, on se retrouve très vite, on se retrouvera en décembre pour un nouveau webinaire sur un tout autre sujet. Ouais. Donc en attendant, évidemment, vous pourrez retrouver très prochainement ce webinaire en replay sur notre site internet degiro.fr/webinaire. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau webinaire. Merci à tous, bonne soirée.